Good evening. Bonsoir. Je m'appelle Pamela Newkirk. J'ai le plaisir de présenter cette session Paris Noir. Et nous allons nous concentrer sur la présence américaine-africaine à Paris depuis un siècle. Depuis plus d'un siècle, des cohortes Américains d'origine africaine ont été fascinés par cette ville. Et même 3 décennies avant la Première Guerre mondiale, Henry Osoatana a déménagé à Paris et est devenu un artiste mondialement connu avec le tableau Raising of Lazarus et a même été couronné d'une médaille par le Salon de Paris. Et Tanner a été couronné de la Légion d'honneur pour ses réalisations. Et puis ensuite, bien sûr, Joséphine Baker reste une des femmes les plus vénérées en France, native de Saint-Louis. Il y a 1 an et demi, elle est devenue seulement la 6e femme et la première personne noire d'être commémorée au Panthéon. Et à Paris, on trouve l'arrêt de métro Ella Fitzgerald et descendre à Rosa Parks avec une mosaïque qui commémore cette légende du mouvement des droits civiques. Il y a des squares nommés d'après Louis Armstrong, d'après Ella Fitzgerald et les boutiques au long de la Seine rendent hommage également à des légendes du jazz africain-américain. Il y a des affiches, des livres qui montrent leur expérience il y a plusieurs décennies à Paris. Ceci n'est pas l'expérience pourtant d'autres personnes noires venant des colonies anciennes françaises, notamment d'Afrique et des Caraïbes. Comme je l'ai écrit dans un article dans The Times récemment, même captivée par la beauté extravagante de cette ville, je suis rappelée des pillages des endroits et des gens que cette grandeur de la ville reflète. Donc, nous explorons l'histoire et l'héritage des Africains-Américains à Paris, mais j'aimerais également explorer cette tension entre l'histoire colonialiste de France et le statut unique qu'ont des Africains-Américains à Paris. Et j'ai avec moi le plaisir d'avoir avec moi Bob O'Malley, nous avons également des écrivains, Audrey Edwards et Jake Lamar, qui sont installés à Paris. Le docteur Jean-Charles, directeur des études African-American, et docteur Tiffany Gill, professeure à Rutgers University. Je vous invite à regarder leur biographie très impressionnante et je les encourage à respecter les durées, le temps qui leur est imparti, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps. Et je donne désormais la parole à Dr Ferro et Dr Régine. Merci beaucoup Pamela, merci beaucoup Deb. Alors, pour nous, notre projet porte sur une série de rencontres, d'histoires, une série de rencontres et d'échanges couvrant toute une période d'enseignants, d'étudiants. Et
lors de ma dernière année à l'université, une universitaire très connue a été invitée et on m'a invité à suivre sa formation et heureusement, sa formation a été donnée en anglais. J'ai étudié l'espagnol, je n'avais pas étudié le français. J'ai écrit une dissertation, j'ai eu une très bonne note et il l'a cité dans son livre plus tard. Et il m'a dit que si jamais je venais à Paris, il pouvait m'héberger à côté du parc Montsouris, dans le 14e arrondissement. Il y a de nombreux étudiants qui ont vécu dans cet appartement. J'ai fait comme il me l'avait dit. Me suis rendue à Paris et j'ai donc décidé d'étudier les expatriés américains d'origine africaine qui s'étaient expatriés à Paris et j'ai étudié le personnage de Diane Carroll dans le livre Paris Blues. Quand je suis arrivée à Paris, eh bien, j'ai rencontré des personnes noires qui avaient vécu à Paris, pas des expatriés. Et ces personnes-là, ce sont des portraits que j'appelle des portraits vernaculaires. Ici, vous me voyez dans l'appartement. Et puis, une autre étudiante du professeur, Régine, qui était du Guadeloupe et qui m'avait appris à utiliser le métro, comment acheter les baguettes, comment parcourir la ville, qui habiter, comment se rendre à des soirées. Et qui m'a appris également un français de base, qui m'a emmené dans des restaurants et qui m'a donné un sentiment de sécurité dans cette ville. Et elle avait également passé du temps en Guyane avec Maurice Bishop et elle a donc pu me parler de ces conflits. Et l'autre personne, c'était pas forcément des personnes que je ne connaissais, mais ils avaient vu cette Américaine à qui ils se sont adressés en me disant que mon sac à main était ouvert. Et du coup, j'avais juste pris une photo pour envoyer à ma mère en disant oui, en fait, votre fille un peu tête en l'air est bien encadrée ici à Paris. Puis il y avait un jeune homme, je l'ai déjà dit. Et vous voyez les points d'exclamation sur le post-it. Il l'a appelé, ce jeune homme. Donc, on va passer rapidement à la suite, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas grand-chose à raconter, en fait. Des rencontres intempestives, on peut dire. Bon, il est devenu... moi, j'ai toujours encouragé, même quand je suis devenue un professeur, j'ai toujours encouragé mes étudiants à étudier le français, à venir en France, venir à Paris, et puis de fréquenter des personnes soit issues de l'immigration, soit nées ici, mais des Noirs à Paris. Et j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Régine Chanchard à de multiples occasions, et elle maîtrise la langue parfaitement. Merci, je vais aller très rapidement, donc je ne vais pas reproduire et réitérer les remerciements. Et Florence Led est ici dans la salle et elle a écrit une chanson qui s'appelait Sarah Songs, qui est un roman sur une femme africaine-américaine qui voyage au Sénégal. Donc, c'est une histoire d'amour entre deux personnes. C'est aussi l'histoire d'une femme, une chercheuse qui tombe amoureuse de son terrain d'études. Il y a toute une série de descriptions de la vie à Dakar dans les années 60, des portraits détaillés de la vie sénégalaise et de la culture sénégalaise. Dans ce contexte-là, c'est un récit qui reprend toute une série de choses de l'époque. Moi, quand je l'ai lu, ce livre, je me suis dit, mais bien sûr, je vais aller étudier au Sénégal. Et mes parents sont venus d'Haïti eux-mêmes et ils avaient anticipé que oui, peut-être que j'irais étudier à l'étranger, mais ils m'ont dit qu'il fallait que j'aille à Paris et je n'oublierai jamais mon père qui m'a dit
avant d'aller en pays colonisé, il faut aller en pays colonisateur. Ça m'a profondément choquée parce que mes parents sont tout à fait fiers de leur héritage haïtien, de leur langue, de leur culture haïtienne. Donc, j'avais pas du tout compris d'où venait cette, à mon sens, francophilie. Et moi, j'avais compris au contraire que pour aimer Haïti, il fallait rejeter la France. Et dans ce contexte-là, ben, j'avais pas le choix. Mes parents ont décidé que j'allais aller étudier à Paris. Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai partagé mon mécontentement avec une amie qui était une étudiante à Columbia. C'était la fille de diplomate. Elle avait vécu au Moyen-Orient, elle avait vécu en Afrique. Elle était vraiment très contente de venir à Paris, spécifiquement parce qu'elle voulait faire un documentaire sur le hip-hop à Paris. Et elle m'a tout de suite rassurée. Elle m'a dit non, ça va très très bien se passer. Il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de Noirs ici à Paris. Et chaque fois, quand je sortais, j'ai effectivement pu constater que c'était vrai. Il y avait des clubs de zouk, par exemple. Il y avait des restaurants africains où j'ai mangé du mafé, du poulet yassa. J'ai côtoyé toutes ces communautés, des gens qui étaient à la radio, qui faisaient du rap, qui chantaient. On allait à des manifestations, on allait chez les coiffeurs dans le quartier de Château-Rouge, on allait à des concerts rap, des compètes de breakdance. D'ailleurs, mon éducation pendant ce trimestre-là s'est surtout passée par ces rencontres informelles et ces expériences informelles de la culture populaire, même si j'ai aussi fréquenté la boutique Présence africaine dans la rue des Écoles, l'Harmattan. J'ai décidé de parler de la représentation du genre et de représentation des femmes dans les travaux de Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire entre autres. Et puisque je suis allée à Paris et pas à Dakar, j'ai vraiment pu constater la large panoplie de cette présence africaine. J'ai donc fait mon doctorat dans les langues latines à Harvard. Ensuite, je suis venue faire des études postdoctorales à Paris. J'ai continué, encore une fois, à suivre un cursus universitaire formel, mais également de continuer mes pérégrinations dans la culture africaine populaire. J'ai eu toute une série d'expériences géniales avec des femmes qui sont devenues des amies proches. Donc cette première rencontre avec le Paris noir d'il y a 25 ans a fait que, entre autres, je donne maintenant un cours sur le Paris noir en français, en anglais, et j'envoie régulièrement, j'encourage mes étudiants à aller faire ces expériences. Mon approche pédagogique à la France noire se concentre essentiellement autour du travail intellectuel des femmes romancières, par exemple Marianne Ndiaye, Assa Traoré, des militantes, des intellectuels comme Rokala Diallo qui était là hier et qui était ici ce matin, et d'autres. C'est un rappel du temps, non? C'est un téléphone qui sonne. Et bon, on a regardé aussi toute une série de films, dont un des films d'Élise Diop, Trou noir pour être française. Ce sont tous des films, des textes, des éléments culturels qui sont créés par des femmes noires. Et dans ce contexte-là, le texte inaugural de 2008, Qui a perdu son noir, a constitué un cadre pour essayer d'examiner les hétérogénéités de féminisme noir et des intellectuels. Et puis, on a l'organisation Afrofemme, et si vous avez vu le film de Rokhaya hier, il y a aussi les histoires des femmes dans l'industrie du cinéma et un roman qui traite de ça, ou alors des organisations comme Afrofemme, qui est une organisation de féministes noires. Dans ce contexte-là, Afrofemme opérait essentiellement en ligne et puis est devenue plus visible en 2013 et participe aussi à la lutte anticoloniale. Donc ces femmes françaises noires
qui sont en train vraiment d'affirmer une présence. Donc plutôt que de réfléchir à la question de l'invisibilité, plutôt affirment leur présence. Léonora Miano, qui vient du Cameroun à la base, elle était en chef de file de l'adoption de ce terme afropéenne. Elle a un morceau qui traite de la binarité, que je vais lire en français. Et je lirai la traduction après. Noire ou française, le pays dit qu'on ne peut être que noire ou française. La pensée du pays est binaire, polarisante, limitée. Elle résonne comme une sommation. La pensée du pays sent la fin de la confiance en soi, la fin du pays. La France ne sera pas la France si elle dit noire ou française. These lines from Binarité translate to the country says this. Black women. Et je lis la traduction en anglaise. Traduction anglaise du texte. It's polarizing. It's limited. It resounds like a summation. The country's thinking feels like the end. The end, and what she asks for, is confidence in a country that will be itself. She says France will not be France if it says Black woman or French woman. So basically what she's saying is that despite what people have called the contradictions, the paradox of French identity, which has often been a point of departure for theorizing the Black presence in France, what these women are saying is not... En fait, ce que disent ces femmes, c'est que nous, on sait qu'il n'y a pas de France noire, il n'y a pas de Paris noir sans la présence de ces femmes noires. Merci de votre attention. Et puis, je voulais simplement noter le fait que vous faites montre de cet esprit de solidarité et de générosité en partageant ce temps de présentation. Alors, merci aux organisateurs de cette conférence. Moi, je fais beaucoup d'événements littéraires. Je n'ai pas souvent pris part à une conférence de ce type. Donc, c'est vraiment un privilège pour moi. Donc, l'histoire de ma vie en 7 minutes. Simplement pour reprendre quelques points clés. Lorsque j'avais 12-13 ans, j'ai lu le livre Go Tell It on the Mountain de James Baldwin, livre autobiographique de Baldwin sur un gamin qui grandit dans une famille compliquée du Harlem. Moi, j'étais dans une famille compliquée du Bronx. Je lui ai demandé à mon prof qui est James Baldwin et je me souviens qu'il me disait, il m'a dit, il vit à Paris. Après, j'ai lu quelques semaines plus tard le mémoire de Richard Wright, Black's Boy, sur la région du Mississippi. Mes deux parents ont participé au flux migratoire du sud au nord et encore une fois, c'est un livre qui m'a profondément marqué. Lui aussi avait vécu à Paris. Ensuite, il y avait Hemingway, Henry Miller, toute la bande et je me suis dit, bien, si un jour, si je deviens écrivain, j'irai peut-être à Paris. Et bon, 20 ans passent, du coup on passe au prochain jalon. J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Robert Coles, qui était professeur à Harvard, qui était mon tuteur à Harvard pour ma thèse. Enfin, il a occupé toute une série de fonctions, il m'a sauvé ma santé mentale et ensuite il m'a trouvé un boulot. Dès que je suis sortie de Harvard, j'ai commencé à écrire des articles pour Time Magazine. Maintenant on est en 83. À ce moment-là, dans Time, le système était organisé autour de New York et après il y avait des correspondants partout dans le monde, donc il y avait des reportages en Amérique centrale qui venaient justement de partout dans le monde et c'était à moi de leur donner la patine Time. Et puis quand j'avais 27 ans, on m'avait dit que c'était le boulot en or, mais moi je voulais écrire mes propres livres, mes propres mots. Donc j'ai eu un contrat pour mon premier livre, Bourgeois Blues, qui a été publié en septembre de 1991. Je veux juste
le souligner parce qu'il y a eu toute une série de mémoires par des Africains américains. Le mien est sorti en septembre 1991. Merci encore à Robert Cole parce que ce prix a été récompensé. En fait, c'était pas une récompense, c'était plutôt un financement, mais qui m'a permis de vivre pendant 3 ans. C'était comme gagner au loto. Je me suis dit, alors, c'est le moment, je vais à Paris. Je suis arrivée en septembre 1993 en me disant que j'allais rester 1 an. Heureusement et fortuitement, j'ai rencontré Ted Jones, J-O-A-N-S. Si vous ne connaissez pas Ted Jones, je vous enjoins de lire ses ouvrages. Il a fait partie d'une exposition des surréalistes internationaux l'année dernière à la Tate Moderne. Moi, j'y suis allée et à travers Ted, j'ai rencontré Barbara Chase Rebu, qui est aussi une de mes mamans parisiennes. Je traînais avec Ed Clark dans son studio à Montparnasse. Il y avait Carrie Mae Weems aussi, qui était aussi en résidence à la Cité des Arts. Donc on a aussi passé pas mal de temps ensemble. Ça se passait vraiment fantastiquement bien. Donc je suis restée 2 ans, et ensuite 3 ans, et là j'ai rencontré la femme que j'allais épouser. Ça fait maintenant 30 ans que je suis ici. Et puis j'ai commencé à écrire des romans. En 2003, on a commencé à me publier en français, donc c'était vraiment fantastique. C'est peut-être, c'est là que je commençais à publier. J'avais peut-être publié 5 livres en anglais. Et là, j'ai découvert la culture de la lecture en France. Il y a toujours un festival littéraire à droite à gauche. Il y a une différence de mentalité, d'attitude. Lorsque je rencontre une personne française pour la première fois et que je leur dis que je suis romancier, leur première question, c'est « Vous écrivez quoi ?» Quand je rencontre un Américain pour la première fois et que je leur dis que je suis romancier, la première question qu'on me pose est « Est-ce que j'aurais entendu parler de vous ?» Et c'est quelque chose, c'est très révélateur. Les Français s'intéressent à l'écriture. Aux États-Unis, on s'intéresse au niveau de célébrité. Est-ce que Oprah a choisi d'intégrer votre livre dans son book club? C'est pas vraiment autant sur l'écriture. Parfois, j'ai l'impression que l'écriture est vraiment mise de côté. Donc, en fait, c'est fantastique de vivre dans un pays qui respecte finalement ce que je fais. Plus je passais de temps en France, moins je m'intéressais à l'Amérique. Bon, pas vraiment l'Amérique, mais le milieu de l'édition et tout cet écosystème littéraire médiatique. Ils se sont complètement désintéressés de moi. Et en 2006, je publiais mon 6e roman. J'étais, comme d'habitude, à peu près ignoré aux États-Unis, alors que mon 2e roman publié en français a commencé à obtenu des récompenses. Donc, juste au moment où les portes commençaient à se fermer aux États-Unis, eh bien, le boulevard dégagé s'est ouvert à moi en France. Alors, j'ai maintenant Viper's Dream qui est sorti en 2021 en France. Il a très bien fonctionné. Il est sorti au Royaume-Uni il y a 1 mois. C'est encore une fois quelque chose qui a été sélectionné dans Pick of the Week sur The London Review. Et d'excellentes critiques dans le Télégraphe. On m'a interviewé sur la BBC 3 fois en 3 semaines. Tout se passe bien, c'est génial. Et en septembre, il sera finalement publié aux États-Unis. Ce sera la première fois que je publie un livre aux États-Unis depuis 17 ans. Donc c'est vraiment fantastique d'avoir pu rencontrer autant de personnes ici rassemblées. Et vous tous pouvez commander ce livre sur Amazon. Si vous êtes à Paris, vous pouvez même l'acheter au Wheelbarrow Bookshop, The Red Wheelbarrow, au Jardin du Luxembourg. Je sais que bon, c'est en conflit, mais demain, à 7 h du soir, je vais être en conversation avec un chercheur universitaire au centre de l'Université de Columbia à Paris, 7 h du soir. Bon, maintenant, je pense que je peux respirer 2 secondes.
Merci. On va donner la parole à Tiffany Gill. Bonjour. Bon, je sais que j'ai peu de temps devant moi, mais je serais quand même l'exception si je ne parlais pas de la première conférence Black Portraiteurs qui s'est tenue, pour moi, c'était en 2015. En fait, je pensais que j'allais à une conférence et lorsque je suis rentrée dans la salle, j'ai vu toutes ces personnes tellement stylées, bien habillées. J'ai vu ces personnes-là. J'ai enfin rencontré mes âmes sœurs en termes de mes futurs collaborateurs, en tout cas en 2015. Et puis il y avait cet espace de bienveillance, de générosité, de gentillesse. C'est vraiment fantastique et c'est vraiment dû à Deb Willis et toute son équipe. Donc merci de nous avoir offert ce festin intellectuel. À chaque fois que je sors d'ici, de cette conférence, je suis d'autant plus inspirée. Et je voudrais maintenant me tourner pour parler à un groupe de femmes. Et ce sont des femmes, là je parle, c'est pas Joséphine Baker, c'est plutôt des femmes lambda, un groupe unique finalement de femmes qui étaient les mères, les femmes des soldats noirs morts dans la Première Guerre mondiale. Et je les ai rencontrées sur mon chemin dans le cadre d'un livre que j'étais en train d'écrire à l'époque d'ailleurs de Florence et que je suis toujours en train d'écrire aujourd'hui. Finalement, c'est l'œuvre d'une vie, mais c'était sur les voyageurs de loisirs aux États-Unis. J'ai découvert qu'il y avait ces femmes qui étaient les mères et les femmes des soldats tués pendant la Première Guerre mondiale. Donc, elles sont venues passer quelques temps en France et souvent, on entend vraiment les histoires des braves soldats américains, mais souvent, il y avait des soldats qui ne revenaient pas, hein. Et cela voulait dire qu'il y avait des femmes, des mères qui les attendaient. Donc il y avait un programme fédéral qui a été mis en place, qui rassemblait 7000 femmes américaines pendant la Première Guerre. Et le ministère de la Guerre leur a offert un voyage tout frais payé en Europe pour visiter les cimetières où étaient enterrés leurs proches. Ces femmes dont je vais parler, les mères noires, alors c'est pas les catégories typiques qui voyageaient à Paris. Ce n'étaient pas des membres des élites, ni d'intellectuels, ni des athlètes. C'était principalement des femmes de la classe ouvrière, des domestiques, des enseignantes, des black mamas et des femmes qui auraient beaucoup à nous raconter ou qui a beaucoup à dire sur l'intersection entre genre et classe, notamment sur toile de fond de l'époque du jazz. Ces femmes, effectivement, avaient perdu des maris et des pères et des enfants, mais elles avaient aussi le droit de venir à Paris. Et elles revendiquer ce droit. Donc, quelle était la controverse? La controverse que cela a suscité, c'était que le ministère de l'Armée a envoyé des invitations à ces femmes noires, comme pour les femmes blanches, mais on leur avait dit dès le départ qu'elles allaient être séparées des Européennes et que toutes les activités qu'elles auraient seraient des activités séparées dans une forme de ségrégation. Dans ce contexte-là, ça a créé un tollé dans le cadre de la culture noire aux États-Unis, des journaux, et justement, on leur disait de ne pas y aller. Et à l'époque, ce tollé était mené par le NAACP, il y avait le Chicago Defender, il y avait toute une série d'organes de presse qui défendaient la voix des Noirs, qui disaient que les femmes ne devaient pas prendre ce bateau, qu'elles étaient critiquées parce qu'elles souhaitaient prendre ce bateau, qu'elles étaient des mauvaises mères. Et
Il y a même eu des accusations comme quoi elles avaient sacrifié leur fils, donc elles pouvaient sacrifier ce voyage. Mais ceci dit, les femmes voulaient rendre hommage à leurs enfants en visitant les lieux de leur chute. Et ce désir justement de visiter la France a probablement été attisé à la lecture de ces articles critiques. Et lorsqu'elles sont revenues, elles ont écrit des articles très détaillés. Elles ont décrit, par exemple, la France comme un lieu où il fallait aller chercher des partenaires. Mais dans les années 30, tout ça commençait à changer. Plus de Noirs de la classe ouvrière commençaient à souhaiter voyager en Europe. Alors, il y a différents historiens qui ont commencé à traiter de cette question, notamment des Black Gold Star Mothers dont je vous ai parlé, mais ils parlent toujours de cette séparation entre les Noirs et les Blancs. Ça, je pense que c'est effectivement quelque chose qui mérite d'être souligné, mais il ne faut pas le faire au détriment d'un autre aspect sur les voyages de loisirs dans les années 30. Dans ce contexte-là, tous les modèles de respectabilité et de classe étaient questionnés. Et cette possibilité de partir en voyage, en vacances, c'était ça qui était au centre des discussions. Donc après des décennies de promotion de voyage des élites noires, là, tout d'un coup, quand il s'agit des classes d'ouvrières, c'est beaucoup plus problématique. Et ce qui se passait, c'est qu'on avait des personnes qui voyageaient, qui revenaient de voyage et ils critiquent les covoyageurs de la classe ouvrière qui essayent de bien s'habiller. Donc, ils sont assujettis à toute cette condescension de la culture noire populaire. C'est aussi quelque chose qui se retrouve dans la façon dont les populations qui ont migré vers le nord aux États-Unis étaient traitées ou traitaient celles du sud. C'est en fait... C'était que 5 des 285 des Black Mothers dont j'ai parlé qui ne se sont pas déplacés. Les autres, ils sont allés, se sont fort amusés. Et une des femmes a même dit « c'était un des meilleurs moments de ma vie ». Lorsqu'elles étaient interviewées, elles disaient qu'elles passaient un super bon moment. Madame Johnson de Pittsburgh, par exemple, a dit « moi, j'avais même une domestique française qui m'aidait pendant le voyage. Elles sont allées à Versailles, elles sont allées à Fontainebleau. Il y avait toute une série d'événements qui étaient organisés pour elles. Alors oui, elles étaient là pour rendre hommage à leur fils tombé pendant la guerre, mais elles voulaient, je pense aussi, démontrer le fait que Paris était une ville qui leur était ouverte également. Et dans ce contexte-là, on a le Pleasure Ninja Panel qui réfléchit à cette question et à l'intégration de la notion du plaisir dans l'histoire des femmes noires, mais aussi dans les fils narratifs qu'on raconte. Comment est-ce qu'on puise, comment est-ce qu'on trouve un témoignage archival de cette joie noire? Et moi, une façon de le faire, c'est vraiment de rentrer dans le détail de leurs histoires pour regarder ou jeter un nouvel éclairage sur Paris qui est souvent mis de côté, qui n'est certainement pas au centre de la scène lorsqu'on entend parler de Paris. Merci beaucoup. Maintenant, je donnerai la parole à Audrey Edwards. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée et je suis vraiment ravie, comme les autres, d'être ici à cette conférence. Bon,
je ne m'associe pas au milieu de la recherche du tout. Je suis journaliste, je suis écrivaine, Et d'ailleurs, si je puis parler de la définition du journalisme, pour moi, une des meilleures définitions qui résume ce que je fais, c'est le fait de narrer au jour le jour l'histoire qui se déroule au présent. Donc, je voulais remercier tous ceux qui m'ont invité ici. Moi, j'ai puisé dans ma joie noire en vivant ici à Paris. Et je voulais remercier 3 des personnages dans mon livre. Joe Larry, qui était ma coloc à l'époque, il y a 50 ans à peu près. Bob Tomlinson, qui était mon professeur d'histoire et de littérature, qui était indispensable. Christian Passier, mon propriétaire français, et sa mère de 97 ans. Ils sont ici présents, ils viennent juste d'arriver. Je vous demande de lever votre main, Christian. Ces 3 personnes sont des figures, des personnages dans le mémoire que j'ai écrit et qui est ressorti de mon exil, de ma fuite politique au moment où Donald J. Trump a été élu. Et moi, je suis une des personnes qui avait affirmé, si Donald Trump est élu président, je quitte le pays. Et pourquoi je l'ai dit? Parce que je ne pensais pas qu'il allait être élu. Donc c'était ridicule a posteriori. Je travaille à New York, je suis journaliste, mais je travaille aussi dans le secteur de l'immobilier. Et à New York, tout tourne autour de l'immobilier. Et dans le contexte de l'immobilier, Donald Trump à New York, c'était vraiment une blague. Donc le fait qu'il soit élu, ça m'a fait un choc. C'était extrêmement inquiétant. Et si on est journaliste, en fait, on ne réfléchit pas sur une base macro-intellectuelle. Non, au contraire, on est sur un degré micro. On fait attention aux interactions quotidiennes, au jour le jour, des gens, entre les gens, de situations qui informent votre façon de voir le monde. Et quand je pensais à Trump, je me disais qu'il n'avait jamais été élu à aucun poste. Je pense qu'ici, vous avez toutes et tous été élus pour occuper un poste ou un autre. Que ce soit président du club d'échecs, de telle ou telle association universitaire, etc. Et le fait qu'on soit élu en dit beaucoup sur la façon dont vous êtes perçu en tant que leader par vos pairs. Donald Trump n'a jamais été élu, finalement. Donc tout à coup, il est président des États-Unis. C'est extrêmement préoccupant. Alors je me suis dit, je vais à Paris, j'y connais du monde, je vais y passer 3 mois. 3 mois, et en 3 mois, les États-Unis se rendront compte qu'ils ont commis une grave erreur. J'ai donc appelé Christian, que j'avais rencontré 10 ans auparavant, et je lui ai dit « Est-ce que ton studio est libre ?» Il l'était, et donc je me suis rendue à Paris, le temps a passé, et alors que le temps passait, ce spectacle d'horreur, le spectacle Donald Trump a continué. Il a insulté Maxine Waters, Angela Merkel, et il a annulé tous les accords commerciaux, fermé les aéroports ou essayé de le faire. Et il a voulu empêcher les musulmans de passer par les aéroports. Il a insulté les pays africains, etc. Donc j'étais absolument horrifiée. Et lorsque je me suis rendu compte au bout de 3 mois que je n'allais pas rentrer chez moi, j'ai décidé d'écrire un papier pour le Huffington Post sur la raison pour laquelle j'avais quitté les États-Unis. J'ai écrit cet article. Il a été liké 14 000 fois. Et là, je me suis dit, peut-être que je pourrais écrire un livre. Est-ce que Fate est là? Est-ce que Fate qui me représente est là? Merci, Fate. C'est l'agent des stars. Alors,
Au départ, je voulais intituler ce livre « Vieille femme noire à Paris », mais il ne faut jamais mettre « vieille » dans un titre. Mais Trump aussi est vieux, il est plus vieux que moi. Donc, voilà. Alors, j'ai commencé à réfléchir à l'écriture de ce livre et je me suis dit, bon, je veux qu'il soit publié avant les prochaines élections. J'ai besoin d'un petit verre d'eau. Excusez-moi. Il vous reste 2 minutes. Ah, bon, d'accord. Alors, en l'espace de 2 ans, j'ai réussi à écrire ce livre. Je n'ai pas trouvé d'éditeur. J'ai écrit 6 autres livres qui ont été publiés par de très grandes maisons d'édition. Mais personne ne voulait de celui-là, pour des raisons qui paraissent évidentes. Et donc, je l'ai édité moi-même. Et finalement, ça a été mon plus grand succès. Non pas du point de vue financier, mais de la façon dont il a été reçu. En particulier à Paris, grâce à Jake Lamar, qui compte beaucoup à Paris. Quand Jake Lamar parle de votre livre sur Zoom, lors d'un événement du Black History Month, eh bien, ça compte pour quelque chose. Le livre est brillant. Donc, ce livre sort. Il y a de bonnes critiques. Et puis, je commence à me dire, bon, qu'est-ce que je fais? Parce que Donald Trump continue à être bien présent. Il risque, encore une fois, d'obtenir la nomination du Parti républicain. C'est effrayant. Mais pour moi, ce qui est plus effrayant encore, c'est le fait de vivre dans un pays où je ne me sens pas en sécurité. Et je n'ai jamais ressenti ça. Je peux aller à Brooklyn, au centre commercial, et avoir peur que l'on me tire dessus. J'aimais prendre le métro, mais aujourd'hui, je vois quelqu'un qui a un air un peu bizarre en face de moi. Cette personne peut être armée. C'est quelque chose d'extrêmement déstabilisateur à mon âge, et extrêmement perturbant en ce qui concerne mon avenir. J'ai l'impression que les États-Unis sont dangereux. À Paris, je me sens en sécurité, je me sens respectée. La sécurité, c'est ce qui compte le plus, évidemment, mais je me sens vue, reconnue. Alors, excusez-moi, je vais prendre un verre d'eau. J'ai besoin d'une petite pause. Merci. Bien, alors. Donc, je suis à Paris. C'est l'hiver de 2017. C'était le pire. Ensuite, on en vient au printemps. J'ai besoin de faire du shopping. Je vais avec Joe et son amie Peggy au printemps. Alors, je ne fais pas beaucoup de shopping à Paris, car tous les vêtements sont trop petits pour moi. Mais bon, on va au printemps, on se trouve à l'échelle des designers, et une vendeuse vient me voir et me dit « Vous êtes comme Michelle Obama ». Et je dis de qui elle parle? Alors elle sourit, elle est contente, je souris, je suis contente. Mais ce qu'elle m'a dit, c'est... Elle m'a pas dit « Vous êtes Michelle Obama », parce qu'elle savait que les 2 petites filles blanches n'étaient pas des services de renseignement. Elle m'a dit « Vous êtes comme Michelle Obama ». Ce qui veut dire, vous me rappelez Michelle Obama, c'est positif, mais je ne vous manque pas de respect en ne vous voyant pas et en présumant parce que vous êtes une grande femme noire, vous êtes Michelle Obama. Pat, vous souhaitez intervenir? Alors,
Pat et moi-même sommes allés au Festival de Cannes. Je n'avais pas ma carte de presse, donc je n'ai pas pu rentrer. Mais j'ai essayé de négocier avec ces agents français, en espérant qu'ils me prennent pour Viola Davis. Mais Pat m'attendait à côté d'un des yachts. Alors, j'ai pas pu rentrer, mais je vais voir Pat et Pat me dit... Alors, il y a un couple blanc, américain, et la femme vient me voir et me dit « Est-ce que vous êtes Beyoncé ?» Alors, je comprends pourquoi tu aimes autant la France, Audrey. Audrey, est-ce que tu veux conclure pour qu'on puisse passer à Bob? Oui. Alors, je suis très honorée d'être ici, d'être vue, respectée et d'être en sécurité. Merci. Alors, le clicker, s'il vous plaît. Merci, Audrey. C'était extraordinaire. Maintenant, la parole est au docteur O'Malley. Je voulais remercier Deb, Nikki, Pamela pour ce formidable événement. Ce que je souhaitais faire, c'est pas forcément de parler de mon histoire personnelle. Je pourrais le faire également, peut-être que je le ferai à une autre occasion. Je voulais parler de mon travail de recherche et le fait que cette table ronde m'a fait réfléchir au sujet de Jack Johnson. Et je voulais revenir sur deux sujets assez simples. Donc, quand on revient à la longue période de la Renaissance de Harlem au XXe siècle, l'on peut considérer que Jack Johnson, ce moment international, la victoire de Johnson qui nous a menés à réfléchir différemment dans toutes les disciplines. Et je pense réfléchir aussi différemment à la ville de Paris. Lorsqu'on pense à Johnson, dans n'importe quelle discipline, c'est intéressant de se souvenir que Miles Davis avait fait un album honorant Jack Johnson. Il voulait écrire de la musique sur laquelle Jack Johnson aurait pu danser, disait-il. Jack Johnson était présenté bien et Gerard Hurley avait dit très sagement qu'en fait le début de la Renaissance de Harlem coïncidait avec les débuts de Jack Johnson. Et quand il a gagné le championnat mondial, ça a réellement changé la donne. Et puis cela interpelle quant à la géographie de la Renaissance de Harlem. Il n'était pas né à Harlem, il est né dans le sud, à Galveston, Texas, la ville de Juneteenth. Intéressant donc de l'imaginer dans ce contexte. Il est devenu grand voyageur et il a mis au défi des boxeurs blancs qui déclaraient qu'ils ne voulaient pas se confronter à un homme noir. Et il a vécu au Mexique où il lui semblait qu'il aurait davantage d'opportunités. Puis il est parti en Europe et à partir de ce positionnement à l'étranger, il a critiqué les États-Unis et les politiques et économies d'autres pays également. Cela nous fait penser à l'alerte de Du Bois quant à la ligne de couleur qui ne concernait pas seulement les États-Unis, mais il s'agissait vraiment d'une ligne de couleur internationale. Ici, on a la première autobiographie de Jack Johnson en français, écrite avec un journaliste inconnu. Il en a écrit plusieurs. Des personnes qui ne connaissaient pas Langston Hughes ni Zora Neale Hurston connaissaient cet homme. C'est étonnant et important. Et Brent Edwards dit de la Renaissance de Harlem que c'est un mouvement international noir. Du Bois, évidemment, avait parlé de ce
problème du XXe siècle, la ligne de couleur, lors d'une conférence à Londres. Donc il est allé de Paris à Londres et il a évoqué cette ligne de couleur internationale dans son œuvre. Les âmes du peuple noir, il s'inquiétait de cette nouvelle religion de la blancheur qui envahissait la planète. Glissant dans sa thèse, parle du fait que la diaspora passe de l'unicité à la multiplicité. C'est certainement le cas de Jack Johnson qui est devenu multiple. Et quand on revient à cette question du grand espoir noir, eh bien en fait, il y en avait dans d'autres cultures également, avec des Chinois et des Japonais qui se présentaient pour inviter ou défier Jack Johnson. Et Daniel Dawson parle de Jack Johnson dans son cours Honey is my knife sur le sport. Et je vais lui laisser la parole sur Johnson. Le cours que j'enseigne, Honey is my knife, excusez-moi, est-ce qu'on peut augmenter le volume s'il vous plaît? Le cours que j'enseigne, Honey is my knife, concerne la spiritualité africaine dans les Amériques. Mais cela concerne aussi l'athlétisme et parle de la contribution philosophique des Afro-Américains à l'athlétisme dans les Amériques. Est-ce qu'il est perdu? Pas vraiment. Mais c'est très simple. Les Africains ont amené l'idée qu'avant tout, l'athlétisme doit être distrayant, mais aussi qu'il faut que l'athlétisme soit dansé, que les mouvements doivent être dansés et rythmiques. Et nous ne le considérons pas réellement comme contribution philosophique. Nous avons l'impression que c'est ainsi que font les Noirs. Mais il faut réfléchir à la pensée derrière cela, le mouvement dansé, le mouvement rythmique, comme étant supérieur à une cadence dite normale. Alors, Danny a bien d'autres choses à dire à ce sujet, mais en tout cas, Johnson nous amène à réfléchir sur les catégories de la Renaissance de Harlem. Il y a la dimension musicale, mais il y a aussi les boxeurs et d'autres figures sportives, des femmes et des hommes, des figures de la Renaissance comme Zora Neale Hurston, qui étaient un certain nombre de choses à la fois. Et Johnson était boxeur, mais jouait aussi du violon, a écrit 2 autobiographies et à la fin de sa carrière était également très bon danseur. Et quand j'ai demandé à mon mentor, Sterling A. Brown, de parler de la Renaissance de Harlem, il m'a répondu « Je n'aurais jamais pu faire partie de cette belle équipe ». Et en fait, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y avait donc cette équipe de basket qui s'appelait les Wrens, qui ont joué contre une équipe de Chicago, qui les ont battus. Et quand j'enseigne en fait la Renaissance de Harlem, on évoque les femmes de la Renaissance de Harlem, on évoque la Negro League, la Renaissance de Harlem à Paris, en Martinique, les musiciens du gospel, les danseurs de claquettes, c'est très varié. Et même si l'on ne s'intéresse qu'aux boxeurs, il y a Peter Jackson qui était champion de poids lourd australien, en Australie et en Angleterre. Et on parle aussi souvent de Eugene Bullard, qui est devenu Eugène Bullard à Paris, donc qui a ouvert un club de jazz, mais qui était aussi pilote, danseur et aussi un boxeur parmi bien d'autres choses. Donc on voit que ces personnes adoptaient différentes pratiques et identités. Et si l'on s'intéresse à Battling Siki à Paris, il est célébré, mais parfois considéré comme une figure quelque peu primitive. Mais en fait, c'était une figure de la Renaissance de Harlem assez significative. Johnson a inspiré des non-boxeurs également à s'améliorer dans leur pratique. Ici, vous avez un tableau de Raymond Saunders, Jack Johnson, Sterling Brown qui a écrit sur Jack Johnson dans ses poèmes. Il explique que ce que Jack Johnson a laissé comme legs, c'est son courage et remercie Jack Johnson.
Et ici, James Johnson parle de Jack Johnson comme étant un homme réservé, très poli, très bien habillé, qui ne semble pas être en réalité un boxeur. Et Du Bois parle de sa noirceur impardonnable dans un document qui porte le même nom. Ensuite, Ralph Ellison l'a décrit en ces termes précis. Oui, T.S. Eliot, oui, Richard Wright et oui, bien d'autres. Et il a déclaré que Jack Johnson était réellement son mentor, car il savait qu'en adoptant un style et ses compétences, on pouvait en fait non seulement donner une bonne image de sa race, mais de la race humaine, et qu'il pouvait défier les lois même de la probabilité. Et Jack Johnson a été loué par bien d'autres artistes encore. Albert Murray a déclaré qu'à chaque fois qu'il arrivait dans le ring, il transcendait la ligne de couleur. Et Albert Murray a dit, moi aussi, c'est ce que je souhaite faire à chaque fois que j'écris. On a contraint Johnson à remettre la couronne. Et là, c'est Murray qui a dit, en fait, il n'a pas perdu, il était en train de se protéger du soleil cubain. Alors, pour conclure, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il faut considérer Johnson comme étant la première star du cinéma noir. Les premiers films qui ont été faits sur lui ont connu une grande distribution, ont été censurés, ce qui les a rendus encore plus populaire et apprécié. Donc on voit que c'était un homme souriant qui aimait être photographié ou filmé. Il s'habillait bien, il aimait voyager, il était connu pour ce type de spectacle, de danse. Donc il se produisait devant des hommes noirs et blancs, mais beaucoup d'hommes blancs venaient le voir dans le ring également. Il parlait dans le ring, et il parlait en fait même à son opposant. Et donc, il rendait bien dans ces images. Et ici, vous voyez qui gagne le championnat, que c'est filmé. Et la police, en fait, interrompt le tournage, car ce n'est pas ce à quoi le public s'attendait. Alors, nous allons peut-être... donc en fait, nous n'avons pas plus d'images, car ça a été censuré. Ici, nous avons Stanley Crouch qui parle de Jack Johnson. Est-ce qu'on peut avoir le son, s'il vous plaît? Ce qu'un boxeur doit faire idéalement dans le ring, c'est faire de son opposant un assistant. Un assistant pour se mettre lui-même à terre, en fait. C'est-à-dire que la personne doit aider le boxeur à gagner. Et Jack Johnson, il me semble, a réussi à mettre ses opposants dans des positions où elles pouvaient être frappées et les déséquilibrer. C'est un peu ce que font les prestidigateurs, les magiciens. C'est-à-dire que les magiciens essayent de faire en sorte que vous regardiez ailleurs pour ne pas voir la source du tour de magie. Alors,
Jack Johnson avait beaucoup de petites amies et de femmes blanches, ce qui a posé problème. Et il faisait partie d'une diaspora de voyageurs noirs. Et je vais conclure ici. J'aime beaucoup ce que dit Rachida Braggs concernant la diaspora du jazz. Elle parle de ces voyageurs noirs. Johnson donc, il cherche à se battre contre ces boxeurs blancs qui ne veulent pas s'affronter à lui. Et puis, en fait, il voyage de par le monde. Le monde en est finalement agrandi. Et ce livre, que j'apprécie beaucoup, de Teresa Ronstedler, présente Jack Johnson comme voyageur rebelle, comme des artistes de cirque, les musiciens et toutes sortes de personnes extraordinaires. Ce que j'aimerais dire pour conclure, c'est que si l'on s'intéresse à cette figure et à l'histoire de la France, ce que l'on constate en tout cas, c'est que lorsqu'il est célébré, parfois, il est dénigré en même temps. L'on présente la France comme berceau de la liberté aux dépens quelque part des États-Unis. Et ce que dit Runstedler, c'est que la France ignore ses propres crimes en utilisant Jack Johnson comme sorte de prétexte. Si j'avais plus de temps, je m'attarderai là-dessus, mais je vous recommande ce clip de Wynton Marsalis et donc cette répétition de la noirceur impardonnable. La chanson, c'est What Have I Done? Donc il a questionné la suprématie blanche de par le monde. Et il a défié le modèle de la vie noire prédominant. Il a conduit de belles voitures, il s'est acheté de belles parures, il avait autant de petites amies et femmes qu'il a souhaité. Et ce que dit Danny Dawson, c'est que cet héritage afro-américain de la boxe, c'est quelque chose que l'on voit par exemple chez Mohamed Ali. Je vous remercie de votre attention. It's something when I can make this distinguished actually stick close to the time. J'ai réussi à faire tenir tous les intervenants au temps imparti à chacun. Donc, il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions du public? Attendez le micro, s'il vous plaît. Tout d'abord, félicitations à tous les intervenants pour leurs excellentes présentations. J'aimerais simplement rajouter, pour ceux qui ne connaissent pas Seeking Louis Farr, qui était sénégalais, dans le contexte plus étroit français, il était connu pour avoir battu le champion français Georges Carpentier. Et dans ce contexte plus étroit, typiquement français, lui, il portait cette même dynamique que vous avez présentée, Monsieur Opali. Tout à fait. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? D'autres questions? Attendez le micro, s'il vous plaît. Merci. Je souhaiterais vous remercier pour vos présentations. C'était intéressant d'entendre le docteur le docteur Gill, sur les maires qui sont arrivés, puisque Eugene Buller est arrivé également, et on l'avait imposé le voyage par bateau, et la façon dont vous parlez du voyage, c'est très intéressant de constater qu'il y avait de la joie dans ce voyage. Pour éclaircir,
il y a une histoire très riche et nous avons en fait une certaine compréhension sur comment les Africains-Américains négociaient ce voyage, mais on ne comprend pas ce que ça représente pour les voyages à l'étranger. C'est une question très complexe. Parfois, il s'agit de mandats du ministère des Affaires étrangères. Parfois, il s'agit des obligations ou des exigences personnelles ou individuelles ou des exigences des entreprises de transport maritime. Et en fait, comment appréhender cette ségrégation, et notamment pour les femmes et pour les gens de la classe ouvrière. Et c'était donc en fait important pour moi de comprendre comment toutes ces personnes-là retrouvaient la joie dans ces situations extrêmement compliquées. Et parfois, on ne parle pas assez de cette joie dans nos conversations. Bonsoir. C'était une session extrêmement intéressante. Merci beaucoup. J'ai une question pour vous, Pamela, en tant qu'animatrice, mais également en tant que personne qui enseigne un cours sur la femme noire, ou peu sur Paris noir. Donc, en quoi cette session s'associe à vos enseignants et notamment en fait s'associe à des sites historiques également à Paris? Eh bien, c'est fascinant de voir Paris. Comme vous le savez, l'année dernière, j'ai passé 2 mois dans le cadre d'une recherche, une bourse pour la recherche, en cherchant dans les archives, retracer les pas de Josephine Baker, de James Baldwin, une sorte de pèlerinage qui a été évoqué par de si nombreux intervenants. Paris occupe une place vraiment très spéciale pour les Africains-Américains, même si l'on reconnaît cette tension avec l'histoire coloniale. Donc j'interroge, je remets en question cette tension également. Et j'aimerais également revenir sur la joie, comme l'a dit le docteur Gill. Il faut trouver de la place pour cette joie. Donc, quand j'enseigne mon cours à NYU Abu Dhabi, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi mes élèves ici dans la salle? Je n'en vois pas. Alors, mes étudiants viennent de partout dans le monde. J'ai un étudiant du Japon, du Ghana. J'ai des étudiants de la Chine. Et donc, il y a de multiples perspectives dans nos conversations. Ils ont étudié Black Boy, Notes of a Native Son. Ils se sont rendus où s'était trouvée Josephine Baker. Et ils se sont rendus également au Panthéon pour lui rendre hommage. Josephine Baker est une personnalité très complexe, vous le savez. Et aux États-Unis, elle est principalement reconnue comme une danseuse très séductive. Et mes étudiants ont été vraiment frappés par la façon dont elle est vénérée ici. De se trouver au Panthéon, ça c'est vraiment remarquable. Donc, ils ont regardé la cérémonie, avec tout l'hommage rendu par le militaire également. Et ce n'est pas la façon dont on la voit, dont on la traite aux États-Unis. Et quand on regarde l'histoire compliquée de la race, eh bien, tout cela a permis de comprendre également l'historique et le récit des Africains-Américains. Et ils ont compris pourquoi Paris était si important dans ce récit. Merci pour cette question. J'ai une question. Alors, je lis beaucoup James Baldwin en ce moment, alors que je vis ici à Paris, alors que j'essaie de naviguer ou parcourir ma noirceur et mon identité américaine. Et James Baldwin parle du pouvoir et du pouvoir américain. Et j'aimerais vous demander, quelqu'un dans le panel, si vous avez des idées sur la façon dont
votre noirceur et votre identité américaine interagissent ici à Paris? Est-ce que vous avez encore ce pouvoir américain ou est-ce que vous avez plutôt envie de l'abandonner? Je vais répondre rapidement. Dans un de mes romans, Rendez-vous 18, qui se passe à Paris, qui évoque la communauté africaine-américaine à Paris, moi je dis qu'il y en a trois types. Ceux qui souhaitent que Paris soit exactement comme les États-Unis, qui côtoient seulement les Américains, qui ne parlent pas le français. Un deuxième type d'Africains-Américains qui disparaît dans la France. Ils ont souvent des époux français, ils parlent seulement le français, ils excluent les Américains et les autres Africains-Américains. Et puis, le troisième type qui se trouve au milieu des deux, où je me trouve et la plupart de mes amis se trouvent également. J'ai de bons amis avec qui je parle jamais en anglais et en même temps je suis très proche avec la communauté africaine-américaine. Je suis conscient du fait que mon statut ici est très différent de ceux de mes amis qui viennent d'Afrique du Nord, des Caraïbes, qui ont été arrêtés un grand nombre de fois par la police ici pour la simple raison que je suis noire, mais dès que je leur montre ma carte de résident ou mon papier d'identité qui montre que je suis américain, eh bien tout de suite je n'ai aucun problème. La différence entre la France et les États-Unis, la différence entre l'esclavage et le colonialisme, eh bien ça c'est vraiment la principale différence. Et je peux en parler beaucoup plus, mais en fait ici c'est beaucoup plus compliqué quand on parle des questions raciales. Je pense que le pouvoir d'un Américain ou des États-Unis ici à Paris en Europe est sur le déclin en ce moment. Aujourd'hui, les gens regardent les États-Unis différemment par rapport à il y a 5 ans. Les États-Unis ont changé et je pense qu'on le constate partout dans le monde. Mais en tant qu'Africaine-Américaine, quelle est votre expérience? Vous disiez que en vous voyez, en vous regardez, en vous respectez ici, ce qui n'était pas la même chose aux États-Unis. Oui, la race est toujours apparente aux États-Unis et ici, ce n'est pas le cas. Et moi, j'ai discuté avec un chauffeur Uber hier et qui avait une trentaine d'années. Et je lui ai demandé où il avait été aux États-Unis. Il m'a dit Kansas, dans le Kansas. Et en fait, on parlait, on se disputait du fait pour savoir si les États-Unis étaient meilleurs que la France, etc. Et en fait, quand il m'a dit qu'il était du Kansas, je me suis rendu compte que son expérience était très différente de la mienne aux États-Unis. Et mon expérience en France, ici, est basée sur des expériences, des rencontres personnelles, etc. Et bonjour, madame. She didn't clutch her bag. She didn't do me weird. Et j'ai aussi eu une rencontre intéressante qui m'a montré en fait que la personne en face de moi n'était pas menacée par moi. Elle était confiante. Elle respectait mon humanité de base. Nous avons le temps d'une question. J'aimerais poser une question au Dr Gill par rapport à votre livre. Est-ce que votre livre couvre plusieurs décennies et est-ce que vous parlez d'autres endroits? Oui, c'est un livre qui couvre énormément de temps. C'est pour cela que j'ai mis autant de temps pour le finir. Moi, je commence par la Première Guerre mondiale. C'était un moment déclencheur pour le voyage des personnes noires.
Et puis j'organise mon livre également de façon géographique, à savoir l'Europe, le continent africain et les Caraïbes. Parfois je parle des voyages vers l'Asie aussi, mais principalement je me concentre sur ces régions-là. Une remarque rapide. Alors, Deb me regarde, tant qu'elle me l'autorise, je vous l'autorise aussi. Alors, par rapport à la question, Baldwin a dit qu'il devait venir ici pour enfin pouvoir écouter les blues et pour écouter la beauté du langage noir, et qu'il devait venir ici pour écouter Shakespeare. Alors, j'enseigne un cours ici aussi, mais il y a environ 10 ans, une étudiante m'a dit que sa mère lui avait dit de ne pas retourner aux États-Unis sans avoir trouvé un Français. Et peut-être qu'elle allait découvrir ce qu'était être noire alors qu'elle était à Paris. Donc moi, je dirais, il faut rester ouverte et il faut s'attendre à un miracle puisque les choses arrivent ici. Je pense qu'il y a un monsieur ici avec une question. Alors, une question pour l'artiste du panel avec cette vision romantique de la France, de Paris. Mais j'aimerais vous demander, vous, une question d'ordre pratique. Est-ce que vous êtes mieux rémunéré ici en France qu'aux États-Unis? En fait, vous avez un soutien public pour les arts en forme de subventions, des résidences, etc. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans les banlieues, les endroits où personne ne va jamais aller, où on trouve des immigrants, des enfants des immigrants. Moi, j'ai passé 10 ans à travailler en tant que consultant pour le théâtre. J'ai également organisé des ateliers pour les écoles, les lycées dans ces banlieues. Mais moi, j'ai été rémunérée pour tout cela. Donc, je pouvais écrire en même temps que je faisais tout cela pour les enfants dans ces différentes écoles. Il y avait un soutien public. J'ai travaillé beaucoup pour la radio publique, où on nous rémunère très bien. C'est soutenu par l'État. C'est Radio France, et pour laquelle j'ai pu faire beaucoup de choses intéressantes que je n'aurais pas eu l'occasion de faire aux États-Unis. Donc, en fait, il y a ce sentiment que la culture est très importante, que l'État doit soutenir la culture. Ça, c'est vraiment la différence principale. Sinon, non. Pour les... Les piges ne sont pas mieux rémunérés en France qu'aux États-Unis. Eh bien, je pense que nous avons terminé. Merci beaucoup. C'était une session formidable. Merci. Quelle session formidable. J'ai adoré écouter toutes ces histoires de mes collègues qui ont raconté leur jeunesse. C'était mes propres histoires. Moi aussi, j'ai été jeune, j'ai rencontré une autre jeune fille, j'ai partagé ses expériences et j'ai adoré écouter Jake qui a parlé de son expérience personnelle, de l'histoire du voyage au cours du 19e et du 20e siècle jusqu'à l'époque d'aujourd'hui, parler de la musique, la politique, du sport. C'est vraiment une manière formidable de conclure cet événement qui a duré 2 jours. J'ai l'immense honneur de vous avoir. C'était vraiment formidable de vous avoir. Cela fait un certain nombre d'années que nous concevons ce panel.
et on ne trouvait pas de financement et on m'a dit qu'il faut écrire à des financeurs, à des bailleurs pour trouver de l'argent, pour avoir cette conversation autour de la beauté, de la joie, de la douleur, puisqu'il y avait quelques peines et quelques douleurs quand on a parlé avec les commissaires. Mais il y a tellement de choses, tellement d'histoires qu'il convient encore d'explorer. Et hélas, nous devons conclure. Et je donne maintenant la parole à Kira qui va conclure cette journée. Il me reste 30 secondes. Il est 18h29. J'aimerais conclure avec des remerciements. Anna Laban. Anna, est-ce que vous pouvez vous lever ou venir sur scène, s'il vous plaît, pour que l'on vous voie? Nous avons travaillé avec Anna il y a 10 ans. Nous avons parlé de Anna avec un grand nombre d'entre vous qui travaillaient avec nous. Mais Anna, c'est vraiment la personne qui a été avec nous depuis 10 ans. Merci beaucoup de nous avoir ouvert cet espace si formidable, le Quai Branly, il y a 10 ans et encore aujourd'hui. Oui, nous allons le refaire d'ici 10 ans ou avant. Encore une fois, tous nos remerciements pour l'équipe technique qui a garanti le fonctionnement fluide de ces événements. Nikki Keikos, est-ce que vous pouvez aussi descendre, s'il vous plaît? Nikki. Jordan Cruz, est-ce que vous êtes là? Encore merci pour tous vos efforts. Kira Williams. Kira, c'est notre nouvelle maîtresse de cérémonie et nous aimerions également remercier les organisateurs des panels, des animateurs. C'était un effort collectif, toutes les personnes qui ont réfléchi à ces événements, à ces conversations. Merci aux intervenants, au public, aux enseignants, aux étudiants et merci à tous nos amis, à tous ceux qui avaient fait le voyage. Je pense que vous devriez rajouter un chapitre à votre livre, Tiffany. Et 2 informations. Kira, vous allez nous montrer le chemin pour sortir d'ici et vous allez également nous dire aussi pour demain. John Morgan, je souhaite donner la parole à John Morgan pour savoir si il ou elle a quelque chose à dire. Intervention hors micro. Les interprètes n'entendent pas John Morgan. Intervention hors micro. Tout à l'heure, j'ai dit à quelqu'un, j'ai grandi dans une église baptiste et Madame May Ray, qui était enseignante du catéchisme tous les dimanches, qui nous rassemblait tous pour nous emmener en cours et j'ai eu le sentiment d'assister à un cours intensif sur les études bibliques, les études de jazz, etc. Eh bien, certains d'entre vous m'avaient remercié, peut-être que je ne vous connais pas, mais en fait, c'était un cours intensif, une session intensive, un
Et on ne peut pas avoir tout cela dans un semestre. Et j'ai vraiment eu l'honneur d'avoir cette expérience. Justin est là, il vient de Florence et il fait la même chose à Florence. Il réunit les gens à Florence. Et j'espère que vous rencontrerez Justin ce soir et Kira vous dira où le trouver. Et il pourra nous inviter tous à Florence. Merci. Okay, thank you everyone so much. Très bien, merci beaucoup à toutes et à tous. Un point rapide sur la logistique. Make your way into the hall Je vous invite à sortir dans le hall. and then do the same. Nous allons faire une photo avec les intervenants. Merci. Ce soir, nous avons une réception à la galerie de Mariana Ibrahim. Merci beaucoup pour ce partenariat avec la galerie. Demain, nous allons avoir une rencontre à Little Africa Paris pour la réception de clôture à 18h30 demain soir. Je pense que vous pouvez chercher sur Google. Si vous me voyez, vous me retrouvez. Je pourrai également vous guider et Cheryl vous redonnera l'adresse. Donc ce soir, la réception débute à 19h au 18 avenue Matignon. Donc rencontre à 19h. À pied d'ici une trentaine de minutes. Et vous pouvez également vous y rendre en bus ou en voiture. Et enfin, nous remercions les interprètes et les interprètes vous remercient également.